Chers amis, bonsoir. Merci d'être à nouveau avec nous, avec toute l'équipe d'Expression Livre. Ce soir, musique, art musical algérien et noblesse oblige, comme on dit, notre invité, Abdelkader Ben Damesh. Bonsoir. Bonsoir, Youssef, comment vas-tu le best? Vraiment très heureux de vous avoir sur le plateau d'Expression Livre. Ben, moi aussi, j'attendais ce moment depuis longtemps. C'est vrai? Non. Là, c'est le corbeau et le renard, hein. Vous flattez. Détendre l'atmosphère. En tout cas, moi, oui, Ouais. c'est vrai. D'abord parce que je suis totalement néophyte de l'art musical algérien. Ouais. Et chaque fois que je lis un de vos ouvrages, je suis très content parce que je suis comme un enfant qui découvre ce patrimoine essentiel de notre patrimoine immatériel. Et je me dis, mais c'est pas croyable. Si seulement un quart de notre jeunesse savait ce qu'il y a comme richesse, quand on pense que malheureusement, je dis bien, mais enfin, et heureusement parce que ça a été sauvegardé, pour beaucoup, c'est un patrimoine qui a été enregistré dans les années 30, 40, 50 et qui est détenu par pour beaucoup, par des maisons de musique, d'édition musicale en France, notamment La Voix de son maître et Pathé Marconi, qui a, je crois, le plus grand fond, hein, où je me trompe. Oui, il y en a encore d'autres. Bon, mais en tout cas, ça existe, heureusement. Heureusement. Depuis le début du siècle. Depuis le début du siècle, oui, absolument. Du siècle dernier. Oui, du siècle dernier, entendons-nous bien. Pas du 19e quand même. Ça n'existait pas encore, hein, le phonographe. Oui, la fin du 19e, oui. Fin du 19e, hein, dès les années 1910, les premiers 78 tours. Ah oui, oui. C'était les disques cylindres au départ. C'est ça. Voilà. Et ensuite, ça a fonctionné avec les grands plateaux. Il y avait des disques énormes, des disques qui ressemblent aux 78 tours, mais étaient plus grands qui étaient encore. Beaucoup plus grands. Et ensuite, 78 tours, il a duré longtemps, et ensuite le 33 cm, et ensuite le 33 tours, et ensuite le 45 tours qui est intervenu en Algérie en 1958 avec l'édition Dounia. Et ensuite, c'était les cassettes, par la suite, qui ont duré longtemps, les cassettes. Ça a duré très longtemps, plus de 20 ans. Et ensuite, l'escalade de la technologie qui nous donne le CD et maintenant le flash disc et maintenant je ne sais pas ce qui va venir à l'avenir. Oh, ben je crois qu'ils sont déjà en train d'y réfléchir. Ah, oui. Mais le retour, il est déjà amorcé. Parce que j'ai vu, dernières informations, dernières nouvelles, que le disque micro-sillon avec l'aiguille, avec machin, revient. Oui, parce qu'il y a une qualité sonore bien meilleure. Absolument. Parce que le numérique, malheureusement, étouffe les graves et les aigus. Absolument. Tout ça pour parler de l'édition musicale, mais ma démarche est la suivante, c'est celle de la mémoire. Parce que nous avons des personnalités. Combien de personnalités? On a eu beaucoup. Ce sont des personnalités qui sont parfois qui ont disparu et tout un pan de notre mémoire avec eux. Et c'est pour cela qu'il faut fixer au maximum l'œuvre et les parcours de ces personnalités. C'est un peu ma démarche tout à fait personnelle depuis longtemps et puis j'ai utilisé tous les moyens pour le faire. Plutôt la radio, les journaux de l'époque, à commencer par Djumhouria d'Oran, et ensuite La République, et ensuite le Moudjed, et ensuite le Soir d'Algérie, tout ça. 40 ans de radio. Ah oui, et 40 ans de radio. Non, je suis rentré en 66. 66, c'est pas... Ça faisait... Ben oui, plus de... ne vous rajeunissez pas. Ne vous rajeunissez pas, hein. C'est ça, c'est 40 ans, on est en 2019. Hein. Il y avait une seule émission qui a duré 20 ans, de 89 jusqu'en 2009. Et puis je l'ai arrêté volontairement parce que j'estimais que faire de la radio, je suis un enfant de la radio, faire de la radio c'est parler uniquement, c'est développer l'oralité. Et l'oralité c'est un peu un élément qui a freiné, qui a peut-être tué le patrimoine immatériel qu'on en parle, c'est tout. Ça reste uniquement du verbe et le verbe disparaît. Il faut qu'il écrive. Il faut qu'il écrive. Donc j'ai arrêté en 2009 volontairement et je me suis consacré à
au livre. Et c'est pour cette raison que je suis là devant toi. Absolument. Et Dieu sait si vous avez écrit un nombre d'essais absolument incroyables, plus d'une trentaine de contributions. Alors je ne les compte même pas, à des revues, à des journaux, des conférences, des séminaires. Essentiellement sur effectivement le patrimoine musical. Sur ça, sur la mémoire de toutes ces personnalités. Le dernier en date, c'est bien sûr le Hajj Mrizdaq, mais en même temps, il y avait Sidi El Khadr Ben Khlouf en 3 tomes et qui contient 1200 pages en 3 tomes. Il a eu un succès énorme le mois de novembre dernier. Parce qu'il a été, comme nous allons l'évoquer avec pour Hajj Mrizdaq, à un moment donné, complètement sorti de la mémoire. Absolument. Complètement. Absolument. Hajj Mrizdaq était sorti de la mémoire. Je me souviens bien qu'en 2009, en ma qualité de responsable d'un festival de musique chabi à l'époque, au Théâtre National, et on cherchait la tombe de Hajj Mrizdaq tout à fait normalement pour rendre hommage, pour la photographier, pour la remettre au goût du jour, pour dire voilà ce monsieur... qu'on ne savait pas où il était enterré. On ne savait pas. Oui, ça a duré je ne sais pas combien de jours. Oui, ça, il a été... les gens ont oublié, voilà. C'était grâce à des efforts, notamment à Aït Aoudia, que je salue ce soir. Président de l'association de la rampe Avec lui, on a fait tout un... Où ils font un travail magnifique. Oui, on a fait un travail... De sauvegarde. Oui, là, il m'a aidé dans ce boulot, et on a retrouvé la... C'est votre préfacier, d'ailleurs. Absolument. Donc, on a fait ce boulot ensemble. Et puis, Hajj Mrizdaq a ressuscité. Alors, en tant que nom, parce que le nom était célèbre, mais le contenu n'y était pas. On ne savait pas qui était, qu'est-ce qu'il faisait, etc., quand est-ce qu'il est mort, qu'est-ce qu'il a laissé comme élève, etc. Donc c'est la reconstitution de toute cette mémoire, de toute cette personnalité qui était un peu ma passion première pour uniquement ce monsieur qui s'appelle Hajj Mrizdaq Shaib Arzqi, qui est né en 1912 et qui est mort à la Casbah. À la Casbah, oui. Alors, dans une sinistre, une rue qui après, pendant la lutte de libération nationale, va être de sinistre mémoire, 10 août, rue de Thèbes. Qui a eu 100 morts à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Boudriès, du nom des victimes. Père et fils. Voilà. Alors, c'est un enfant de la Casbah, mais... C'est ça, je voulais vous laisser le raconter. Il y a ce que je dirais le background, d'où il vient, c'est-à-dire sa famille, comment il a été construit, parce qu'il est enfant de la Casbah, mais il vit avec son père, sa mère, tout. Et là, le background vient d'où? Son frère déjà, son frère qui était, on l'appelait à l'époque Mohamed Daroumi parce qu'il était un bel homme, qui était important à la Casbah. Il tenait un café, et puis il était connaisseur de la poésie Mlhoun et tout ça. C'était l'ami de l'Anqa. Donc, ce monsieur était son demi-frère. Exactement. Voilà, Cheikh Qayoudji, il appelle Qayoudji, mais son nom, c'est Mohamed Ayed. Parce qu'il tenait un café ou quoi? Qayoudji, comme ça, oui. Ah ouais, peut-être, moi je l'ai vu, je l'ai lu comme ça. Et puis bon, c'était lui qui était son mentor, le véritable mentor, c'est lui. Ah ben c'est lui qui l'a fait, il l'a mis sur la piste. Et ensuite, quand Qayoudji a vu qu'il était important, qu'il jouait bien, il était un bon percussionniste, tout ça, il le met à l'époque dans une association qui venait de naître. C'était le Mousselia, c'était le Jazairi Mousselia, c'était aussi le Nadi Tarqi également, qu'à partir de Nadi Tarqi que l'association des ulama est née plus tard. Donc il y avait tout ce mouvement dans un seul local. Et dans cette mouvance comme ça de l'Jazaïria, particulièrement cette association, était présidée par Mohamed Ben Tfahi, qui est mort en 1944. Ils avaient un local, aujourd'hui place des Martyrs. Absolument, place du gouvernement de l'époque. Donc ce monsieur, Mohamed Ben Tfahi, le prend en charge, il lui apprend quelques rudiments de musique andalouse, etc. Et puis il le programme.
Et le programme, parmi les personnalités, parce que dans ce lieu, il y avait une petite salle où il pouvait recevoir du monde. Donc il le faisait pour diffuser la culture algérienne, pour diffuser, pour étudier la langue arabe de l'époque, pour faire ça, c'est important. Oui. Donc Hadj Mrizik est sorti un peu de cette mouvance, en plus de ce qu'il écoutait des autres personnalités. Et puis lui, d'abord, il était très gentil. Il s'occupait de sa religion. C'est un monsieur très pieux, très religieux, très à côté en dehors de toute chose qui faisait changer sa personnalité. Et puis, il apprenait beaucoup et il avait une belle voix. Une belle voix, il était un bon musicien d'abord, il a appris tout de suite. Il avait du charisme. Il avait du charisme, c'était un véritable artiste, et puis il souriait en permanence. Et il était toujours au service des uns et des autres qui étaient ses amis, à qui, bien sûr, il donnait de temps en temps, et surtout pendant l'hiver, où il n'y avait pas de représentation, il n'y avait pas d'animation de l'ARS, etc. Et lui était toujours là pour subvenir X et Y. Vous narrez une histoire dans votre essai magnifique de la veuve qui... Absolument. C'est fascinant, quoi. Absolument. Et puis, il fait un relais, une chaîne. Il avait créé ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les restos du cœur ou je ne sais pas quoi. Le téléthon, tout ça. Il le faisait, il l'a fait. Il l'a fait, et puis c'est un monsieur d'une bonté immense. Et c'est pour ça que j'ai dit l'autre école du Chabi, parce qu'il y a une école du Chabi, celle de l'Anqa, parce que c'est lui qui a véritablement bâti ancré le Chabi sur le plan instrumental, sur le plan de la rythmique, sur le plan de la manière de chanter, et sur le plan aussi du texte, du verbe. Et sur le plan aussi des apports des autres musiques, par exemple la musique andalouse. On dit aujourd'hui dans l'histoire du Chabi, entre guillemets, que nous connaissons aujourd'hui, que la musique andalouse est l'une des sources de la musique Chabi que nous connaissons aujourd'hui. Qui ne s'appelait pas le Chabi à l'époque. Qui s'appelait le Madih Dini. Voilà. C'est à partir de 1946-47 qu'il est tout d'un coup, parce que c'était devenu populaire? Non, il y avait des genres musicaux qui existaient à Alger. Et Alger, c'était un peu la capitale où il y avait toute forme de musique. Il y avait le bédoui, il y avait le chant bédouin. Dans le sud. Il y avait la musique moderne. La musique moderne, toute la mouvance européenne, etc., qui existait ici, plus les Algériens qui s'identifiaient un peu aux stars de l'époque, etc. Et il y avait le kabyle. La musique kabyle qui était très très forte à l'époque. La Casbah ne faisait que ça à l'époque. Et ensuite, il y avait la musique andalouse. Il y avait 4. Et il y avait ce Madih Dini. On disait Madih Dini. On disait toutes ces musiques-là, on les appelait les musiques populaires, Chabiya en arabe. On disait Musiqat Chabiya. Ça voulait dire bédoui, ça voulait dire kabyle, ça voulait dire tout ça, Chabiya. Toutes ces musiques Chabiya. Et puis arrive un moment donné, le Boudali Safir, qui est un personnage immense aussi, nous lui devons beaucoup à la radio et à la télévision, beaucoup. C'est lui qui a inventé ces orchestres, inventé des émissions de langue arabe et kabyle de l'époque. Et il est rentré à la radio à l'époque. On l'a recruté parce que c'était un érudit dans la littérature arabe d'une façon générale, la littérature française également. C'était un monsieur d'une compétence, d'une connaissance immense. C'était le copain d'Adalbert Camus, le copain d'Emmanuel Robles, un monsieur qui rédigeait des revues, etc. C'est un monsieur important. Donc ce monsieur qui était aussi journaliste à l'Écho d'Oran, l'Écho d'Alger de l'époque, monsieur comme Mouloud Mamri, comme Katb Yassine, ils étaient là tous ensemble. Boudali Safi, donc était important. Il est recruté. C'était un enseignant au départ, et il était recruté à la radio, et il a dit, si je suis là, c'est pour enregistrer le patrimoine. Comment enregistrer le patrimoine? Ce patrimoine est en train de partir. Si on ne l'enregistre pas, il partira. Il partira, et puis le colonisateur va profiter de l'occasion, il va nous installer autre chose dans nos mémoires.
Et il a dit, voilà, première opération, je vais instituer des ensembles de musique. En plus des ensembles qui existaient déjà, ceux de Constantine, ceux de Tlemcen avec Cheikh Larbi Ben Sari, Constantine, ceux de Hajj Hassouna, Ali Khouja et d'autres aussi, sans compter ceux de l'Ghouat, qui était un centre musical important aussi, avec Ray Melk, avec Judy Mbrouk, son cousin. Ray Melk, qui s'appelle Judy Mohamed en vérité, et il a inventé aussi un autre genre musical là-bas, l'Ghouat. Donc, et Oran aussi, qui était un centre musical important. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, au niveau de la radio, je vais créer des ensembles. Donc, il a créé l'ensemble de musique andalouse qui était tout près, qui était reconnu, connu, organisé, tout ça, avec les Fkharji, les frères Fkharji, Mohamed et Abdelrazak Fkharji. Et l'un qui est mort en 56 et l'autre qui est mort en 84. Moi, je me rappelle bien de ce grand monsieur, Abdelrazak Fkharji, qui est une institution, une école au sens plein du terme. Et puis, l'ensemble de musique andalouse était là. Ensuite, il ajoute l'ensemble de musique kabyle. L'ensemble de musique andalouse, c'était Mohamed Fkharji. L'ensemble de musique andalouse, kabyle, c'était Nourdin Mziane, Cheikh Nourdin Mziane, qui était un personnage aussi de la chaîne 2 à l'époque, et il lui donne cet ensemble. Donc, il réunit une vingtaine de musiciens, l'autre également, Fkharji, et le troisième orchestre, c'était la musique moderne. Musique moderne, c'était avec Skandrani. Mais Abdelkader Ben Tamash, une question qui m'est... Bon, à l'époque, donc dans les années 40, 50, c'était Radio Algérie, Oui. Donc qui crée une sorte d'unité de production de ce qu'on appelle les émissions de langue arabe et kabyle. Oui, oui. Donc dans ces émissions, on laissait une grosse partie pour la musique. Oui. Okay. Comment peut-on expliquer qu'à l'époque, en pleine époque du colonialisme profond, tout d'un coup, le colonialisme français laisse comme ça... il faut se mettre dans l'époque, dans l'actualité, ce qui se passait à l'époque. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et la colonisation, on peut dire ça comme ça, c'est pas vrai en fait, mais elle était un peu tendre avec l'administration, tendre avec ils ont dit on va tolérer ça, on va les laisser jouer avec leur musique, etc. On va les laisser enregistrer, les laisser faire les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le 8 mai 45 qui est là. Qui est là. Nous sommes en 46, 47, c'est encore bien frais, tendu, tout ça. Donc il laisse un peu, il lâche un peu et Boudali Safir profite de cette occasion. Donc il a installé des ensembles partout. Je disais pour l'ensemble moderne, c'était Mustafa Skendrani. Oui, Mustafa Skendrani, chef d'orchestre moderne. Et puis il y avait le bédouin, c'était Khalifi Ahmed qui était tout jeune à l'époque. Il avait 22 ans quand il était chef d'orchestre de la chanson bédouine. Ils ont réuni tous les genres bédouins du pays, des Aurès, d'Oran et de Boussaada, Al-Ghawat, etc. Et c'était Khalifi Ahmed. Donc nous avons 4 ensembles. Et on lui dit, écoute, il y avait Mustafa Kishkoul, il y avait Atman Bougtaya, il y avait tout ce monde-là, Hachlef, tout ça. On lui dit, écoute, il y a encore un autre genre qui s'appelle le Madih Dini. Et puis, on les fait venir. Il y avait une vingtaine de musiciens qui arrivent. Donc, nous avons plusieurs ensembles qui sont là, au niveau de la radio, et qui sont tous recrutés, titularisés. Oui, c'est ça. Ils sont officialisés. Officialisés. Recrutés, ils étaient payés. Le gars, il a sa carte, comme quoi il peut rentrer à la radio. Voilà. Et puis, il y avait une idée derrière la tête aussi chez les colonisateurs de l'époque, pour récupérer, pour contrôler. Il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils voulaient. Et puis là où était la lutte de Boudali Safir et tous les autres qui ont fonctionné en même temps, parce qu'il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas de gens qui sortaient du chemin. Tous étaient pour l'identité, tous étaient pour... Donc il y avait ce genre musical, ils arrivent, le chef d'orchestre était le Hajj Mohamed Lanqa, et il commençait déjà à envoyer des... Mais sur le papier,
Là où le Boudali Safir devait consigner les appellations, les noms, etc. dans l'administration. Donc il a pris la musique andalouse, ça ne souffrait pas d'ambiguïté. La musique andalouse, ça s'appelle andalouse, c'est écrit andalou. La musique bédouine, pas d'ambiguïté. La musique kabyle aussi, la musique moderne aussi, reste le Medih Dini. Medih Dini, comment qu'on va dire? On va dire Medih Dini. Non, on ne va pas faire la traduction, c'est pas possible. La traduction, c'est panégyrique. On doit dire musique panégyrique. Louange. Louange, encore pire. Louange religieuse. Donc, c'était pas ça. Il y a quelqu'un qui a sorti, entendu par Boudali Safir, dit populaire. Disons populaire par rapport à Andalou, par rapport aux autres. Donc, ils ont mis populaire. Et c'est comme ça que le mot Chabi est entré dans les génériques des émissions de l'époque, des vieilles émissions qui étaient réalisées par Mustafa Tizraoui, entre autres, des personnalités qui ont fait la télévision algérienne de l'époque, les premières émissions, c'était écrit orchestre populaire dirigé par Hadj Mohamed Al-Anqa, c'était lui le premier. Je peux vous poser une question, vous qui êtes depuis le temps, qui êtes pendant tant et tant d'années à la radio et même à la télévision. Oui, c'est la même chose. Oui, à l'époque c'était la même chose. De toute façon. Est-ce que ça reste en archive tout cela ou on ne sait pas ce que c'est devenu? Eh bien, nous avons des archives. Je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, on commence à prendre en charge ma mission, parce que je suis passé en tant que responsable à la télévision à un moment donné, en 1998. Ma première mission, c'était la mémoire. Ma première mission, c'était aller voir la Filmathèque et voir tout qu'est-ce qu'il y a, où sont ces archives, est-ce qu'ils sont identifiés, est-ce qu'ils sont aujourd'hui gérables au point de les envoyer aux générations futures. C'était ça ma mission en fait. Je n'ai pas pu réaliser toutes mes élucubrations de l'époque. Tu devines. Oh, comme j'aimerais qu'il y ait autant d'élucubrations dans le monde de la culture en Algérie. Absolument. Oh, comme j'aimerais. Voilà, donc, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de l'organisation, qu'il y a un archivage. D'accord. Et alors, il y a un archivage. Mais les anciens, non. C'est perdu. Les anciens, non. Je dois rendre hommage à une personnalité qui s'appelle Abderrahmane Tibari. Je lui rends hommage parce qu'il était lui-même tout seul une institution, une mémoire exceptionnelle qui pouvait connaître toutes les bobines là où elles sont à l'époque. J'avais institué à un moment donné une équipe de vieux qui était constituée de Hamidou Jaïdir, de Mustafa, des anciens réalisateurs, Gribi, Mustafa Gribi, et aussi Alilo, qui avait une mémoire exceptionnelle dans ce domaine. Et puis, je leur faisais passer des émissions et ils nous disaient qui étaient ces messieurs, qui étaient ces artistes, etc. Et on pouvait le faire à l'époque. Et tout ça, c'est parti? C'est parti quand je suis parti. Ça n'a pas été consigné? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, non seulement ça n'a pas été consigné, mais en plus, ce que je trouve toujours dommage, on parlera aussi également d'autres choses, c'est que tout d'un coup, on archive, on collecte, parfait. Il y a des spécialistes, il y a des chercheurs comme vous qui nous expliquent, qui nous rendent accessibles tel type de musique, tel type de chanteur ou de chanteuse, etc. Puis tout d'un coup, c'est pas rendu public. Oui, c'est pas rendu public. D'ailleurs, j'ai pu contourner en 2007. J'étais l'un des responsables de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe. C'était quelque chose de grandiose. Mais je m'occupais du département musique de l'époque. On a pu contourner cette affaire qui devait être faite par la radio et la télé, etc. Et puis, il y avait un petit budget qui était consacré après la première tentative d'un gros coffret sur Cheikh Hadj Mohamed Al-Anqa. C'était le 20 mai 2007 à l'époque. C'était à l'occasion du centenaire de sa naissance. On a sorti ce coffret, c'était un succès. Donc on a continué juste après. Celui de Grouabi, celui de Tamam Ben Achour, et puis on a continué. J'en ai fait 35. 35 coffrets avec à l'intérieur 35 livres et à l'intérieur des CD, avec au moins 350 CD qui ont été tous décryptés et consignés dans des livres à l'intérieur des coffrets.
Ces coffrets aujourd'hui, Mystère et Boule de Gomme, aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Je sais qu'ils sont à Londa aujourd'hui, et puis Londa qui fait un travail de récupération de toute cette opération. Il suffit qu'il en reste un exemplaire pour pouvoir le reproduire. Aujourd'hui, ils ne sont pas sur le marché. Voilà, ils ne sont pas accessibles. J'espère l'avenir nous donnera raison. Je vous donne un exemple. Haj Menezak, voilà, votre essai, etc. Moi, très franchement, après avoir lu votre essai, je me suis dit, bon, il mérite d'être, oui. Alors, soit je trouve sur, bon, on ne va pas faire de publicité, mais sur YouTube, où je trouve quelques titres, donc je peux les télécharger, mais sinon, comme de toute façon, il n'y a plus de disquaires. C'est ça. De toute façon, chez nous, il n'y a plus de disquaires. Mais imaginons, disons que les librairies font plus ou moins un peu disquaires, etc. Mais si je vais dans n'importe quelle librairie, je dis, est-ce que vous pouvez me donner un coffret ou quelques CD de Haj Menezak, mais je veux dire officiel. Et je trouve des CD qui sont en vente, comme on dit, t'as le trottoir. Et c'est dommage, puisqu'on a tous les moyens. La matière existe, on a tous les moyens pour le faire. Inch'Allah, à l'avenir, peut-être des idées nouvelles, ça va s'améliorer, qu'on prenne conscience de l'importance de cette mémoire et de ce travail qui a été fait à partir de 2007 et qu'il soit capitalisé, qu'il soit envoyé, transmis aux générations futures. Oui, parce que bien sûr que je connaissais Kahwa Oulatay, mais je défie quelqu'un d'aller trouver un CD de Ouya Kahwa Oulatay officiel. Mouloudia, c'est un succès énorme jusqu'à maintenant. اللي تحب السبور شارك في المولودية والكلب هو المشهور في شمال افريقيا. Mais même le Qadi, etc. Tout ça. Non, ce que je veux dire, c'est oui, je peux le trouver par terre, c'est-à-dire non officiel, mais je défie quelqu'un d'aller dans un point de vente officiel pour lui dire après les CD de Haj Menezak avec cette chanson, il va me dire oui, voilà, monsieur, avec CD. Et il a été édité dans le cadre de cette anthologie que j'avais assurée à l'époque parmi les grandes figures parmi les grandes figures que sont à l'époque Al-Hassanaoui, Slimane Azem, même les grandes chanteuses. Oui, chez Haj Menouar et toutes ces grandes personnalités. Slimane Azem, etc. Oui, bien sûr. Alors, et ça, je ne peux malheureusement pas le trouver officiellement. Je veux dire, ce qui est illogique. On a, je crois, fonctionné jusqu'à maintenant par à peu prisme, je ne sais pas si ce mot existe. Oui. De toute façon, au point où on en est, on peut inventer des mots. Inventer des mots. Allez. Donc c'est ça à peu près qu'il y a. Et puis des comptes à régler avec X et Y, qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas de... C'est une opération de moindre importance, etc., qui ne résiste pas un peu au désirata des uns et des autres. Voilà. C'est voilà comment on a fonctionné. Mais je garde quand même l'espoir de voir cette opération réussir et puis arriver dans les bibliothèques, parce que c'est un livre, c'est une publication, c'est un livre. Ouais. Nous savons ce que nous disons ce soir, c'est un livre qui se transmet à l'avenir aux générations futures. Oui, parce que vous avez... Il y a 10 coffrets sur Al-Anqa. Bon, il y a un coffret sur Al-Anqa, il y a 10 CD sur... 10 CD, pardon. 10 CD. Eh bien, un coffret... Et ça se transmet de père en fils et de petit-fils, etc. Je veux dire qu'une fois qu'on l'a dans sa bibliothèque, on peut la copier. Absolument. Et si jamais vous devenez grand-père ou grand-mère... C'est-à-dire que ce n'est pas perdu. Pas du tout. Et dans le coffret, il y a à l'intérieur un livre qui comporte la biographie, l'étude du genre musical, la discographie, la connaissance, tous les textes, avec identifiés avec les poètes, avec les siècles, les dates et tout ça. Vous imaginez une vieille grand-mère qui parle de l'Anqa avec son petit garçon, sa petite fille, puis il lui dit, ah bon, ça existe, c'est des l'ahmam, etc. Elle lui dit, attends, je vais d'abord te faire écouter. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et puis les jeunes vont découvrir, les générations à venir vont découvrir ce qu'ont fait leurs parents, leurs ancêtres, etc. Et c'était le but de votre essai. Absolument. C'était de dire, Haj Menezak
il est passé on a failli le faire passer à la trappe. Absolument. C'est ce que j'ai pu comprendre dans votre texte. Il est mort jeune, à l'âge de 42 ans. Ouais. Et puis il avait un succès immense. Il allait à Ghardaya. Alors, pourquoi? Alors, ça, je ne me suis pas... Il allait à Ghardaya. Pourquoi Ghardaya? Parce que Ghardaya, les gens, les citadins de Ghardaya sont férus de musique chabi, de musique traditionnelle, d'andalou. Oui, c'est étrange. Hein? Oui, je les salue s'ils nous écoutent ce soir. Il était reçu comme un prince à Ghardaya. Comme un prince. Dans les grandes familles, tout ça est très très connu. À Mestghalem, la même chose. À Tizi Ouzou, je ne dis pas, à Alger, dans les environs, à Médéa, à Blida, Cherchel, tout ça, il ne s'arrêtait pas, il ne s'arrêtait jamais. Ce monsieur, et je disais, d'une gentillesse, d'un sourire qui ne s'efface jamais. Alors, il travaillait beaucoup son look. Hein. Absolument, bien sûr. Bon, travaillait... D'abord, on l'appelait à l'époque, les Algérois l'appelaient le dandy. Oui, c'est ça. C'était le dandy. Le dandy de... Beau costume, même sa démarche, qui était une démarche souple, comme vous dites, artistique. C'était l'artiste. C'était l'artiste par excellence. Le véritable artiste qui l'exprimait par tous ses faits et gestes. Son regard, son sourire, ses mots. Il avait une chose qu'il n'a pas réalisée, mais c'est Dieu il n'a pas prolongé la vie, il n'a pas réalisé des chansons en tamazight. Alors ça je ne me l'explique pas. Il voulait, ça c'est le témoignage de Houssine Ouarab, un érudit lui aussi dans les 3 langues, en tamazight, en arabe et en français. C'était un ancien de l'éducation nationale et le doyen de la radio à l'époque. Il est resté 50 ans dans une émission ici. Donc Houssine Ouarab, qui était tout proche de lui, il me l'a dit lui-même. Il m'a dit voilà, il était question qu'il l'enregistrait à l'époque avec des chansons en kabyle. Quelques poésies ou... Confirmé aussi par Kamel Hamadi, qui était aussi proche de lui, était jeune, mais alors qu'il le parlait parfaitement. Ah oui, bien sûr. Franchement, non, on aurait pu penser, puisqu'il est né à Alger, que tout d'un coup... Non, il est originaire de Canis. Ouais. Originaire de Canis dans la région d'Ezfoun. Et cette région qui a enfanté des... moi j'étais étonné quand vous avez listé toutes les personnalités ce que cette région a produit comme poète, musicien, peintre, intellectuel, homme politique. Parce qu'il y a derrière, il y a... Attention, derrière, il y a le background, il y a aussi le nationalisme. Le nationalisme aussi. Très fort et très puissant. Alors, il y a aussi autre chose. Ce qui m'a beaucoup... j'ai découvert, ce que vous dites très bien, sur Hajm el-Izaq, son succès vient du fait qu'il... pas seulement au niveau de sa voix, ou de sa façon de jouer, etc., il clarifie... la poésie. Absolument. C'est-à-dire, il la rend accessible. Il la purifie aussi. Voilà. Il la purifie. Ça, c'est magnifique. Et puis, on disait tout à fait au début de cette émission qu'il vient d'une famille. Et son demi-frère n'est autre que Rouiched. Oui. Ahmed Ayad. Et un autre grand musicien aussi qui a été pendant longtemps avec Boudjman Anqis et ensuite Lachmi Grouabi, Ayad Mouhakli, qui était le tambouriniste de ces grands orchestres. Et ensuite, il a été avec l'Anqa également à la radio, aussi avec Mustafa Skendrani pendant de longues années. Ce monsieur qui était le métronome de l'orchestration de la radio algérienne, et puis de toutes les grandes personnalités de l'époque, comme Hajm el-Izaq aussi, son demi-frère, comme le Hajj Mohamed l'Anqa, Khalifa Belqasem, il a été avec tout ce monde-là. Et les derniers, c'était Boudjma Al-Anqis et el Hashmi Grouabi. Ce Mouhakli, qui était le tambouriniste attitré de tout ce monde-là, était le demi-frère de Hajm el-Izaq. Hajm el-Izaq qui s'appelle Shaib Arski, voilà, qui est né en novembre. C'était un diminutif qui correspondait au personnage. Oui, c'était... tout le monde l'aimait. Oui, parce que tout le monde le prenait comme leur grand frère ou petit frère. Absolument. Et puis la manière de s'exprimer. Il ne choisissait que les textes qui étaient présentés dans des mots simples, faciles à comprendre immédiatement. Et puis il mettait même la manière
Il mettait l'émotion, il mettait la facilité, il cherchait que les mots faciles, comme Yom Jma Kharjouriam, comme Kifesh Hilti Nasi Weshnou Amali, qu'il apprend du poète lui-même qui était originaire d'Azfoun comme lui, qui s'appelle Cheikh Ait Mansour. Cheikh Ait Mansour, qui s'appelle Belqasem Ould Saïd. Belqasem Ould Saïd, il a vécu à Amsterdam, mais lui, il est originaire d'Azfoun. Et puis il vient, il lui donne une série de poésies comme ça, toutes avec une clarté directe, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin qu'on nous explique pour écouter cette chanson. Et puis, voilà. Ça c'est sur le plan, je dirais, du texte. Mais il y avait aussi autre chose. C'est que la rythmique, la mélodie, il aimait beaucoup, et il cherchait cela, c'est-à-dire avec une sorte de rythmique mélodie qui pouvait être très rapidement enregistrée par tout un chacun. Écoute. Voilà. Je vais faire des choses simples. C'est pour ça qu'il a, par exemple, Mouloudia, jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est en même temps très beau, très, je dirais, chabi, là, au beau sens du terme, et puis c'est facile à retenir. Ça, c'était Cheikh Nourdine. Cheikh Nourdine, qui était le chef d'orchestre de la radio d'expression kabyle, ici à la radio. Et donc, c'était lui qui lui a imaginé ça. Il lui a imaginé une mélodie, et puis celle de Mouloudia. Pourquoi le Mouloudia? Parce que le Mouloudia, c'était le nationalisme. Mouloudia, c'était l'Algérie, c'était l'histoire. L'histoire, la bataille, l'identité, le nationalisme, tout ça. Et puis, Haj Mrizek était président de la section natation, d'abord. Alors, ça, je connaissais absolument pas, parce que, alors, il était franchement très actif. Absolument. Comme président de. Donc, il était président de la section natation. De la section natation. Et au moment où il était, lui, président de la section natation, ils avaient obtenu beaucoup de médailles en France, Alger, tout ça. Il y avait beaucoup de champions. Alors, ils ont fait une réunion au niveau du Mouloudia pour dire, écoutez, puisqu'il réussit bien, il va peut-être réussir dans la grande équipe de football. Allez, on va le mettre président de Alors, de ça, Mouloudia. c'est étonnant comme histoire. Alors, son ami Djazouli qui a réuni tout ce monde-là et qui dit, écoutez... c'est lui qui l'a fait connaître Mouloudia. Il disait, écoutez, s'il vous plaît, les membres du comité directeur qui cherchaient un président à l'époque, il dit, écoutez, s'il vous plaît, laissez cet artiste. Vous allez lui casser, parce qu'il va être tellement pris par la gestion. On a besoin de lui en tant qu'artiste, s'il vous plaît. Parce qu'il va devenir un administrateur. Absolument. Et ce serait vraiment dommage. Absolument. C'est pour ça qu'on l'a gardé. C'est parce que j'aimais bien cette histoire, parce que dans tout le monde culturel, il y a des gestionnaires et des administrateurs, et puis il y a des créateurs. Si vous prenez un créateur, vous le mettez dans le monde de la gestion administrative, il est foutu. C'est pas son rôle. D'abord, il fera... à un moment donné, il y avait un grand grand professeur universitaire à l'époque, qui était directeur de la faculté de lettres à l'époque, à qui on a donné le ministère de la Culture à l'époque. Alors il y avait quelqu'un qui a fait cette réflexion et dit, on a 2 postes vacants. 2 postes vacants. Avec la nomination d'un monsieur, on donne 2 postes vacants. Qui veut dire que ce monsieur ne sera pas le professeur universitaire et ne sera pas dans ce secteur-là qui est très particulier, qui demande de la gestion, qui demande de la présence, qui demande... donc on aura 2 postes vacants. Oui, vous savez, malheureusement... C'était les années 80. On n'est pas le seul pays dans ce cas-là, mais vous savez, c'est comme la gestion hospitalière. Absolument. On confond gestion hospitalière et avec... Alors, on prend des grands professeurs de médecine qui, tout d'un coup, se retrouvent à gérer, je sais pas quoi, le stock de... Oui, parce que l'hôpital, c'était un hôtel. C'est l'hébergement, la restauration, tout voilà, la cantine, le nombre de blouses, alors que c'est un grand professeur ou un grand chirurgien. Donc dans la musique, c'est aussi la même chose. C'est pareil, c'est confusion. Alors, aussi, autre chose qui est, je pense, peu de personnes connaissent, c'est qu'en fin de compte, Haj Mrizek a commencé comme joueur de tar. Ah, bien sûr. Alors qu'on connaît Mondol. Oui, il faisait de la percussion. Oui. Il faisait de la derbouka, il faisait de tar, il était un percussionniste né. D'ailleurs, toute la famille Ayad et Chaïb, ce sont des demi-frères, sont dans le rythme. Et puis,
toutes les grandes personnalités que nous connaissons dans le monde de la musique, entre guillemets, shabi, ont été dans la percussion, tous. Ils ont tous commencé. Tous. Même l'Anqa. Hassisen, Tahar Ben Ahmed, tout ce monde-là était d'abord tambouriniste. Et puis, on peut leur faire confiance par la suite. Parce que le shabi, c'est d'abord un rythme. Un rythme de texte, et donc c'est le tar qui va absolument. Ou la debouka qui va battre la mesure dans l'expression musicale shabi, c'est la mesure qui est importante. Alors, vous donnez une des explications. Bon, il apprend petit à petit, effectivement, parce qu'il jouait un peu de tout. De tout, oui. Bon, mais comment il est arrivé au mandol, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est l'explication que je ne sais plus qui lui dit, en fin de compte, parce que tu commences à prendre du poids, à t'arrondir, etc. Le mandol, ça tirait mieux. C'est quand même absolument extraordinaire. Et il ne pouvait pas, parce qu'il était de petite taille. Donc il lui fallait une mandole plus petite. C'est ce qu'on appelle dans le monde musical le demi-mandol, qui était chez Mohamed Khaznaji, qui était chez Haj Mrizaq en particulier. Donc le demi-mandol, chez Ahmed Serri également. Le demi-mandol sied à la corpulence d'un jeune, de corpulence moyenne. Donc c'est comme ça. Et ce demi-mandol, et on l'a retrouvé en 2009 à l'époque, et on l'a donné à un artisan luthier qui s'appelle Abdelkader Tirsan et qui l'a remis exactement comme il a été les années 50, ou les années d'avant. Et maintenant, heureusement que son mandol est dans sa famille, conservé. Voilà, conservé. Et on l'a conservé avec ce monsieur qui était un artisan luthier, c'était en 2009. On a pris ça en charge, on lui a donné, et puis il a sorti un instrument maintenant qui rappelle le Haj Mrizaq. Voilà. D'ailleurs, à propos de luthier, il y a un luthier à la Casbah qui a beaucoup contribué à la connaissance, à la formation de Haj Mrizaq. Ah bah oui. Il allait chez lui. Oui, il allait chez lui. Il lui laissait jouer un peu de tous les instruments. Oui. C'était ça, parce que lui, il était très simple, modeste, et puis il avait le mot pour rire tout le temps. Il était espiègle, il racontait des histoires comme ça, il était gentil avec tout le monde. C'est pour ça que ce brocantier, c'est comme ça qu'on l'appelle, avait aussi des instruments de musique, beaucoup d'instruments, et il lui permettait de jouer sur cet instrument et sur l'autre instrument. Il a arrangé celui-là, il assistait quand ce luthier, cet artisan, arrangeait des instruments, il était aussi avec lui. Donc il connaissait ça très vite, en l'espace de quelques jours. Il était déjà connaisseur de cette question. Je voudrais que vous nous parliez de ceux qui ont formé Haj Mrizaq, parce que ça va du proviseur du lycée Ben Aknoun à des Cheikh Benouzkiri, parce qu'il était aussi le frère d'une grande personnalité aussi religieuse. Professeur Benouzkiri, il était près des chanteurs shabi. Il était près toujours à côté de Haj Mohamed Lanqa et de Haj Mrizaq et des autres aussi, parce qu'il allait les voir. Et puisque à l'époque on préférait, où là il n'y avait pas d'alternative, ils écrivaient les textes en transcription latine. La transcription latine, bien sûr, elle faisait perdre le sens des mots, elle faisait perdre la grammaire, elle faisait perdre toute la quintessence de la langue arabe, qui était si belle, et surtout pour la poésie melhoun, qui était bien faite par les grandes personnalités du monde de la littérature. Et donc, le rôle de Benouzkiri à l'époque, il purifiait, il corrigeait des textes et il orientait les cheikhs, particulièrement l'Anqa, et ensuite le Haj Mrizaq. Et puis, il était d'Azfoun comme lui. Il leur expliquait même parfois le sens de poésie qui pouvait dater du XVIIIe siècle, en leur disant là je crois que vous ne comprenez pas très bien. Absolument. Donc vous pouvez changer en gardant le sens profond, mais c'est assez compliqué. Bien sûr. Parce que la compréhension d'un mot
La compréhension d'une phrase. Et les poètes du Melhoun étaient très imaginaires sur ce plan. Ils mettaient des images, carrément. C'est ça. Et les mots avaient une importance capitale. Et c'était très riche à l'époque sur le plan vocabulaire. Donc, il fallait quelqu'un pour orienter tout ce monde-là. D'ailleurs, on dit, dans le jargon populaire, on dit « faqidou shay la yu'tih », c'est-à-dire celui qui ne connaît pas quelque chose ne peut pas la donner. Donc, celui qui ne connaît pas le sens de ce mot ou de cette expression, de cette locution, ben, il ne pourra pas, pourra pas la chanter. Il ne pourra pas jouer avec. Absolument. C'est-à-dire qu'une fois que... Il ne pourra pas donner l'émotion voulue. Voilà. Je peux, par rapport à un très beau texte poétique qui peut être totalement hermétique. Absolument. Et puis tout d'un coup, si on me l'explique, je pourrais peut-être jouer avec. Oui, et puis Cheikh Ibn Zakri n'était pas monsieur tout le monde, c'était le proviseur du lycée franco-musulman Ben Aknoun. Et aussi, qui était un fin lettré, il avait plusieurs livres, il était un personnage d'Alger heureuse, d'Alger cultivé, d'Alger... Différents personnages qui ont formé Hajj Marizaq, c'est qu'ils avaient des manuscrits. Ah oui. Alors, qui gardaient jalousement. Bien sûr. Et puis, il disait, dès qu'il voyait qu'il y avait quelqu'un, que ce soit l'Anqa, que ce soit Mlezak ou d'autres, etc., quand il sentait que c'était, qu'il pouvait passer le relais, il leur disait, viens, je vais te montrer quelques manuscrits où il y a d'anciennes poésies, je vais te les expliquer. Absolument. Mais je les garde parce que je ne veux pas les donner à n'importe qui il va rien comprendre du tout à ce que... Parce que si on donne le relais au niveau du manuscrit, il faut que je te l'explique. Absolument. Il faut que je t'en donne le sens profond. Oui, d'ailleurs, Qhéoudji, le grand frère de Hajj Marizaq, faisait ça avec lui et il faisait ça aussi avec Hajj Mohamed Lanqa. Oui. Parce que Hajj Mohamed Lanqa était à la quête de poésie nouvelle à chaque fois. Il allait partout, il allait à Mostaganem, il allait au Maroc, il allait partout, le Hajj Mohamed Lanqa, pour ramener des textes nouveaux, tout ça. Il les trouvait souvent chez son ami Qhéoudji, Mohamed Qhéoudji. Et puis qui est un bagarreur. D'ailleurs, ce monsieur, qui était un bonhomme important, qui est mort en 1959, Qhéoudji était un organisateur de spectacles. De fêtes et de spectacles. C'était lui qui pourvoyait à d'abord les gens qui ont un mariage, une cérémonie quelconque, viennent le voir. Il dit voilà, je vous donne tel chanteur avec tel musicien. C'était lui qui organisait tout ça. C'est un manager. Un manager. Et puis lui-même était musicien aussi. Et puis il avait quelque chose de particulier, qu'il avait beaucoup de poésie, beaucoup de livres dans lesquels, dans registres, on les appelait à l'époque Dawawin, dans lesquels on consignait des poèmes. Et les poèmes, lui, il était un féru, il était un passionné, donc il cherchait les mots qu'il faut, il cherchait le texte juste par rapport aux textes qui ont été perdus ou dont une partie est perdue, tout ça, il a reconstitué chez des gens. C'était un passionné de ces histoires-là. Et c'était un passionné qui pourvoyait le Hajj Mohamed Lanqa en poésie. Alors, juste un mot, mais c'est juste pour, en passant, vous en écrivez deux pages ou trois, c'est les rapports entre l'Anqa et Hajj Marizaq. C'était difficile, c'est tout à fait normal. Ben oui. C'est tout à fait normal, logique, parce que l'Anqa était quelqu'un qui s'est dépensé, qui a investi, d'abord investi toute son intelligence, toute sa dextérité sur le plan instrumental, le mandol, avec toutes les péripéties qu'il a créé lui-même, le mandol que nous connaissons, donc tout ça. Donc il fallait que tous les autres soient ses élèves. D'ailleurs, il le disait lui-même, ce sont tous mes élèves directs ou indirects. Il le disait. Il ne supportait pas. Il ne supportait pas la présence de quelqu'un d'autre qui avait du succès, de quelqu'un d'autre qui pouvait suivre un chemin. D'ailleurs, il avait beaucoup de chance, le Hajj Mohamed Lanqa, puisqu'il a résisté à tous les aléas, les vagues possibles de l'histoire. Tout ça, il est resté lui-même on disait le cardinal, on disait, c'était à juste titre d'ailleurs. Le phénix. Oui, il renaissait toujours de ses cendres. Toujours. Et les trois concurrents potentiels sont morts prématurément. Hajj Marizaq, 1955,
dans la nuit du 11 au 12 février. Khalifa Belkacem, en 1951 d'abord, octobre 51, et Cheikh Hassisen également. Il y avait les mêmes problèmes avec Cheikh Hassisen. Quand Cheikh Hassisen il est mort en 1958 à Tunis, d'ailleurs lui aussi je lui ai consacré un livre, et on a ramené ses restes de Tunis à Alger, etc. Bon, c'est toute une histoire. Le Hassisen, quand il arrivait à la radio à l'époque, dirigé par Haj Mohamed Lanqa, il faisait une répétition sur une chanson qui était connue de tout le monde, donc c'était très normal, donc il chantait, il repartait, mais au moment d'enregistrer, il sortait une chanson, la sienne, qui ne ressemblait pas aux autres. Donc c'était une création qui n'était pas la bienvenue chez notre monsieur cardinal. Voilà. Abdelkader Ben Namesh, nous arrivons au terme de l'émission. Merci mille fois d'avoir été avec nous pendant cette heure. Je rappelle le titre Al-Hajj Malizaq de votre essai, ou l'autre école du Chaabi. C'est paru chez Alpha Édition. Et je conseille très fortement à ceux qui nous regardent, qui comme moi, sont très néophytes de l'art musical algérien, eh bien, il y a 3 tomes qui sont parus à l'ENAC sur les grandes figures de l'art musical algérien, signés par notre invité, Abdelkader Ben Damesh. Voilà. Avant de nous quitter, je vous signale que vous pouvez retrouver cette émission via Facebook, en tapant tout simplement Canal Algérie, ou sur YouTube, ou sur www.entv.dz. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même heure, même jour, même punition. Allez, excellente soirée sur votre chaîne préférée, Canal Algérie.